cette situation avec ces nouveaux dirigeants, le stade Vélodrome se remplit à nouveau. Le symbole de ce réveil, c'est ce match de la 13e journée de D2, le 16 avril 1981, un choc face à Toulouse, au Vélodrome, 6 mois après l'annonce de la liquidation judiciaire. Plus de 40 000 spectateurs, la presse marseillaise 40 000, 45 000, c'est à peu près la même chose. Mais plus de 40 000 spectateurs, 40 635 exactement, garnissent les tribunes de l'enceinte du boulevard Michelet pour cette rencontre. L'OM est toujours en D2, mais l'OM est ressuscité. Les Marseillais aiment cette équipe, ils aiment leur équipe. Ils vont même lui donner un surnom qui va être immortalisé en chanson. On va écouter ça tout de suite, les Minots, bien sûr. Mais les mauvaises habitudes, on la vit dure à l'Olympique de Marseille. Et comme l'ont dit Roland et Christian, vous avez beau avoir sauvé le club, aucun cadeau ne vous sera fait. Nos Minots ne montent pas en D1 à l'issue de leur première saison complète en 1981-1982. Un très bel exercice, mais qui ne s'achève qu'à la 3e place, alors qu'à l'époque, pour remonter en D1, il fallait terminer premier de son groupe de D2. Ils ont donc cependant ravivé l'enthousiasme, recréé l'espoir à l'OM. Et il y a le duo Carieux-Cuny, qui réussit tout de même de très belles choses au club, au niveau administratif, au niveau économique. Mais les Minots, ce n'est pas tout à fait la réussite de ce duo-là. Bien oui, parce que lorsqu'on est à la tête de l'OM, on veut que l'équipe porte sa marque, que l'on puisse parler de l'OM de Carieux, de l'OM de Cuny, comme on a pu parler dans les années 70 de l'OM de Leclerc, et comme on parlera dans les années à venir de l'OM de Tapie. Comme l'a dit Roland, lorsqu'ils perdent leur premier match, le manager général Claude Cuny est ravi de cette situation et ça augure de la suite. La suite, c'est 2 joueurs qui vont être immédiatement sacrifiés à l'issue de la saison. 2 joueurs, 2 Minots. Le premier, ça va être François Lapinta, attaquant de cette équipe qui est là depuis le début. Le second, peut-être encore un peu plus symbolique, c'est l'un des 2 pros qui est resté pour sauver le club, sans lequel le club n'aurait pas pu être sauvé. Le premier buteur de cette aventure, Michel Castellani. On leur demande de s'en aller. La saison suivante est encore plus compliquée. Le stade Vélodrome est en rénovation en vue de l'Euro 1984. Il y a encore moins de moyens. L'OM termine encore 3e. C'est l'ailier Marcel De Falco que l'on pousse cette fois-ci vers la sortie. Aucun de ces joueurs ne voulait partir. Lors de la saison 1983-1984, enfin, de vraies grosses recrues arrivent. François Bracci derrière, Paco Rubio au milieu, Olarevic et Boubacar devant. L'ossature est toujours formée par les Minots, mais cette équipe est réellement renforcée. Elle remonte en première division à l'issue de la saison. C'est la liesse dans toute la ville, dans tout le club. Et les Minots sont encore une fois vite ramenés à la réalité. Car qui dit retour en D1, dit retour aux bonnes vieilles habitudes à l'OM. Peu importe ces mecs qui ont sauvé le club, ça va, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il faut tout d'abord recruter et vite, maintenant que l'on retrouve un budget un peu plus décent. Donc plus de place pour les Minots. L'OM redevient l'OM, recrute même quelques stars ou pseudo-stars, comme Laurie Cunningham par exemple, le regretté Laurie Cunningham, international anglais en provenance du Real Madrid, ça vous impose quelque chose. Ou Chen Laling, ailier gauche, passé lui par le grand Ajax Amsterdam. Malheureusement, malgré leur CV ronflant, aucun de ces 2 joueurs ne va laisser un grand souvenir à Marseille. Ajoutez à ça Hervé Flack, Jean-Pierre Bade, Éric de Wilder, Jean-Louis Zanon et Bernard Zegnier, il n'y a plus de place pour les Minots.
Enfin, il pourrait y en avoir une, mais on favorise plutôt les recrues du président. C'est celui qui était jusqu'ici plutôt un allié dans ce duo des minots, Jean Carieux, qui veut devenir omnipotent, créer sa propre équipe. Même son binôme, Claude Cuny, en 1984, est remis en cause, poussé vers la sortie. Carieux va précipiter la fin de ce qu'il reste de l'équipe des minots, de l'aventure des minots. Commencé par Roland Gransart, cet homme devenu entraîneur par la force des choses, qui a conduit, qui a guidé toute cette génération vers la reconstruction du club viré. Au bout de la 10e journée, une petite défaite à Bastia, 1-0, mais on est l'OM, donc on doit gagner tous les matchs. Rien n'est laissé au passage, même si on remonte juste en D1. Un président omnipotent, la folie des grandeurs sur le mercato, un entraîneur viré, l'OM retombe dans ses travers. Et c'est bien sûr les minots qui vont en faire les frais. Pour analyser cette saison du retour au n'importe quoi, je vais vous demander d'accueillir mon dernier invité, celui qui était milieu de terrain lors de cette saison du n'importe quoi, mais aussi milieu de terrain dans l'équipe des minots, Jean-Charles Debonneau. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Charles. On a trouvé une petite photo. Avec des cheveux. Voilà. C'est déjà pas mal. Alors, pour resituer un peu le joueur que tu as été l'un des piliers de cette équipe des minots. Pendant un peu plus de 3 saisons, donc les 6 matchs de 81, tu les fais tous titulaires. Et tu prends aussi part à 31 des 36 matchs de la saison de la montée, et presque toujours en tant que titulaire. Donc, quel est un peu ton état d'esprit lors de la saison 1983, lorsqu'elle s'achève, la saison 1983-84, vous remontez, tu t'apprêtes à disputer la saison 84-85. Tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Un petit peu moins bien, parce que je perds mes amis, les minots, parce que ce ne sont pas des camarades, ce sont des amis, on a tout vécu ensemble, tu l'as retracé, Mourad, et je me dis qu'on arrive dans la cage au lion. Là, on voit le président Carieux avec Claude Cuny qui, comme tu l'as cité, fait venir des joueurs de première division, des joueurs renommés au départ, Cunningham avec Tchelaline, qui sont des internationaux. Zénier, qui était un joueur aussi qui avait joué en équipe de France et qui avait été champion de France, je crois, avec l'AS Nancy-Lorraine, si je ne me trompe pas. Avec Bordeaux, pardon. Avec Bordeaux, donc voilà, c'était déjà des joueurs confirmés et d'autres qui étaient moins confirmés. Et là, je sens le traquenard, en fait. Je me dis, petit à petit, mes amis sont partis, on les a éliminés. Ils ne sont pas partis, on les a éliminés pour qu'il y ait plus de puissance à pouvoir gérer cette situation, parce qu'à nous, ils n'arrivaient pas à nous gérer. Ils n'arrivaient pas parce qu'on avait du répondant, parce qu'on avait une grosse personnalité, parce qu'on était soudés, parce qu'on était amis et on savait où on allait. Et on l'a su puisque nous sommes remontés en première division et nous avons sauvé aussi le club. Donc là, je me dis, la saison débute mal. On va quand même préciser, parce qu'on ne l'a pas encore fait, que malgré ce recrutement de joueurs de première division et de stars, l'OM flirte toute la saison avec la zone de relégation et est tout près de redescendre en 2e division. À partir du mois de mars 1985, donc l'OM est vraiment dans la difficulté. Tu commences cependant à rejouer un petit peu, faire des entrées. Tu marques même un but importantissime face à Tours au Vélodrome. Et très rapidement, il y a un petit problème du côté de ton contrat. Explique-nous un peu ce que tu demandais, pourquoi tu le demandais et ce qu'on t'a répondu. Je demandais beaucoup à l'époque. Non, en fait, j'avais déjà un petit... Roland est parti, Pierre Cahuzac qui était le nouveau entraîneur de cette équipe. Donc, je passe vite parce que bon, c'était un entraîneur où je n'ai pas appris beaucoup de choses. Très violent, je dirais que c'était plus un entraîneur qui nous faisait faire des randonnées plus que des entraînements. Et ça n'a pas bien fonctionné. Donc moi déjà, le premier entraînement, je t'explique du début, donc quand il arrive à la place de Roland, on faisait des séances de frappe au but. Et donc je pars avec le ballon, je lui donne, il me le remise, je frappe. Marc Lévy, le gardien de but qui était minot, qui repousse le ballon des coudes et le ballon vient se mettre dans le dos de Pierre Cahuzac, donc notre entraîneur. Et là, je le récupère pour me
me lever des frappes qui arrivaient. Et il commence à me dire, mais tu es... c'est un petit peu vulgaire, mais bon, c'est là où j'ai été énormément choqué, même si je suis un garçon des quartiers de Marseille. Tu es tout le temps entre mes jambes, comme mes... Vous comprenez très bien. Et là, je le regarde, je dis, pardon? Je dis, vous me prenez pour qui? Et la guerre a commencé là, en fait. Donc, je me suis un peu attrapé avec lui, et à un moment donné, le club ne fonctionnait pas, les résultats n'étaient pas là, et j'en reviens à ce match où je rentre, je marque, le match d'après, il me remet remplaçant, je rentre, je remarque, le match d'après, il me remet remplaçant, et le comble des combles, c'est qu'on va jouer à la S Nancy-Lorraine, et là, je suis remplaçant, il me fait rentrer, je ne sais plus quelle minute, peut-être qu'on pourra le dire tout à l'heure. C'est à la mi-temps, il me semble. C'est à la mi-temps, bon, je me rappelle pas trop bien parce que j'étais assez énervé. Et quand je rentre, au bout de 20 minutes, il y a un joueur, Eric Bruno, qui prend le ballon dans le visage. Il est KO sur le terrain. Donc sur le banc de touche, on demande le remplacement. Donc moi, je venais de rentrer depuis 20 minutes. Et je me suis dit, il ne va pas me ressortir à moi quand même. Je viens de rentrer. Ça s'était jamais vu quasiment dans le football à part la blessure. Et il me dit, viens, viens. Je me retourne, je vois personne derrière moi. Je dis, mais il me parle à moi là. Il vient de me faire entrer, il va me faire ressortir. Et mon camarade était KO au sol. Et en fait, il me fait ressortir. Et là, la guerre a commencé en fait. La vraie guerre a commencé. Il faut aussi préciser que Jean Carieux est à ce moment-là sur le banc et que tu le suspectes un petit peu de faire certains choix. Je le suspecte, je le dénonce plutôt. Pas pareil. Comme on n'avait pas notre langue dans la poche et qu'on ne se laissait pas marcher dessus, tu l'as expliqué tout à l'heure dans ton approche. Parce que c'est vrai qu'il va y avoir un incident, on va le voir. Il y a un incident au sortir de ce match, oui. Donc tu vas publiquement parler à la presse. En fait, quand je sors, ce qui est rarissime, Roland peut-être pourra le confirmer, à l'époque, il n'y avait pas de président sur les bancs de touche. On ne connaissait pas ça. C'est bien ça, Roland? Donc il y avait l'entraîneur, qui était Pierre Cahuzac, le président et les deux remplaçants, parce qu'à l'époque, nous étions que deux remplaçants. Et donc, je sors très énervé, puisque j'avais joué 20 minutes. Et je m'approche du banc de touche et je fais comme ça à Cahuzac, je dis ça va mal se passer. Et vous, président, vous allez en prendre plein la gueule, je vais monter à la tribune de presse, je vais vous couper en rondelle. Il me dit, mais qu'est-ce que tu dis? Je vous dis, vous allez voir. Et ça commence, je me rappelle à S Nancy-Lorraine, il y avait une grande tour de presse, et là je monte, il y a Pape Diouf, notre cher et tendre Pape Diouf, malheureusement qu'il n'est plus avec nous. Et je lui dis, voilà, il se passe ça, parce qu'ils avaient tous compris que ça s'était très très mal passé. Et donc je déclare la situation, j'explique ce qui se passe sur le banc de touche, et je dis, un président n'a rien à foutre sur un banc de touche et donner des consignes. Et là, mais sur le lendemain, la presse qui déballe tout, et là, la guerre qui commence, et Jean-Charles de Bonneau est la cible de Jean Carieux, le président, et bien sûr de Cahuzac. Donc là, c'est le bec à bec, et il se passe que voilà, je rentre en conflit avec eux. Et malgré ça, il y a un élan populaire autour de toi, et lors du match contre Metz, le public va même chanter ton nom et demander ton entrée, et tu vas entrer et tu vas même marquer, il me semble. Oui, c'est assez rigolo. Alors, pour moi, c'est assez rigolo, parce que je suis sur le banc de touche, et une nouvelle fois, il me fait rentrer. Enfin, avant de me faire entrer, je crois qu'il y a à peu près 25 000 personnes, et les gens scandent mon nom. À l'époque, on scandait les noms. Quand il y avait des mauvais résultats, on demandait que les remplaçants rentrent, et on scande de Bono, de Bono, de Bono. Et moi, je suis, en fait, Cahuzac est à l'extrémité, et moi, je suis de l'autre côté, parce que je ne pouvais pas le sentir, en fait. Donc, c'était très clair. Il le savait, et il s'approche de moi, et puis il me dit, « Oh, Gary, qu'est-ce qu'ils ont à scander ton nom, là, dans la tribune ?» Et pas très calme comme je suis habituellement, je le regarde, je dis, mais je leur ai donné 10 francs à tous pour qu'ils scannent mon nom pour que je puisse rentrer. Et là, il me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu dis? Et je lui dis, je dis ce que je veux. Et puis là, je rentre et je marque. Donc là, alors pour lui, ça a été la catastrophe. Il a été, en fait, il était obligé de me faire rentrer parce que les gens demandaient que je puisse rentrer puisque j'avais fait des belles performances auparavant. Ils ne comprenaient pas pourquoi, à cette période, j'étais remplaçant ou que je ne jouais pas. Et là, alors,
Ça a été quand je suis rentré au vestiaire, au lieu de me féliciter, il m'a plutôt aussi bec avec une nouvelle fois. Et donc tu étais en fin de contrat à ce moment-là et tu ne vas pas prolonger ton contrat finalement parce qu'on ne va pas te proposer ce que tu savais que tu méritais, même la moitié de ce que les autres titulaires avaient. En fait. Tu sais, Christian en a parlé, on a toujours joué pour le, et je le dis dans le documentaire des Minots, on a toujours joué pour les couleurs de l'Olympique de Marseille et pour la ville de Marseille. Et pour nos quartiers, parce qu'on est tous des quartiers, on n'a jamais parlé une seule fois d'argent. La seule fois où on a parlé d'argent, on a perdu. Donc, au moins, c'était pour une prime face au PSG, on perd en Coupe de France. Donc, on vous propose 3 années supplémentaires pour signer à l'Olympique de Marseille. Le plus heureux du monde. Petit Marseillais qui vient des quartiers, qui porte le maillot de l'OM. On vous propose 3 ans de plus. Je lui dis, OK, pas de souci. Et il me dit, mais je te donne, à l'époque, c'était en francs, 2000 francs de plus, ce qui représente 300 €. Je lui dis, mais président, je veux bien. Je veux bien porter une nouvelle fois les couleurs de Marseille, faire tout ce qu'on a pu faire auparavant. On a sauvé le club, on n'a jamais demandé d'argent, on est allé au feu, on nous a remis sur le devant de la scène. Mais quand même, à l'époque, je n'ai rien à cacher. Je touchais à peu près 20 000 francs, ce qui représente à peu près autour de 3 000 €. Et je lui ai dit, écoutez, président, avec le passé qu'on vient de faire, si vous me doublez le salaire, je reste, mais alors, je signe avec les pieds, quoi. Et je lui dis, et je sais, parce que dans un vestiaire, tous les bruits courent, on sait que les nouvelles recrues ont tant de salaires, et ça. Mais je lui dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais je connais les salaires des autres. Il me dit, mais tu te prends pour qui? Je le regarde, je me prends pour personne. En sachant que ce que tu demandais, c'était à peu près la moitié du salaire d'une recrue moyenne. Voilà. Et la recrue moyenne. Et pas Cunningham ou Lali. Voilà. Et en sachant ce qu'on avait pu faire auparavant. Je veux dire, au moins d'être remercié aussi de ce que nous, on a pu faire et ne jamais rien demander. À un moment donné, il faut que tu sois aussi récompensé de ce que tu as produit pendant 3 ans par rapport à ce qui allait se passer l'année à venir. Et en sachant que je venais aussi, tu le diras peut-être parce que je sais que tu es au courant, que les buts que je marque permettent à l'Olympique de Marseille une nouvelle fois de ne pas descendre en 2e division, de se sauver et de rester en 1re division. Et là, il me dit, mais tu es un petit con, d'où tu viens, mais pour qui tu te prends? Et là, je lui dis, mais président, comment je vous demande pas grand-chose. En fait, vous deviez déjà être heureux de pouvoir jouer à l'OM. Voilà, mais en fait, pour eux, c'était, tu portes le maillot de l'OM et tu la fermes. Mais comme a dit Roland, petit à petit, ils ont éliminé la force que nous avions, l'effectif, et là, ils pensaient une nouvelle fois me manipuler. Et ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est parti, là, alors la guerre de la guerre. Même quand les clubs téléphonaient, je passais pour un petit voyou, pour un joueur de quartier. Et voilà, et ma carrière, bon, heureusement que j'ai eu la chance de signer dans un grand club qui était les Girondins de Bordeaux et d'être champion de France et gagner la Coupe de France. Et pour terminer un petit peu, on a déjà parlé de cette théorie que tu as comme d'une chaîne. C'est-à-dire qu'on vous a enlevé des maillons parce que certaines personnes vont dire oui, mais les autres minots, ils n'ont pas fait une grande carrière après. Mais en fait, toi, tu dis, nous, on avait une force parce que chacun d'entre nous était les maillons d'une chaîne. Oui, absolument. Je pense qu'il ne pouvait rien nous arriver. Roland avait une totale confiance en nous. Au début, il a joué avec nous, il a tout compris. Il a dit, moi, j'ai plus besoin de jouer avec eux. Moi, je vais les coacher, je suis là, j'ai simplement à les guider. Et après, eux, ils savent ce qu'ils doivent faire. On avait une force terrible. Mais c'est difficile à dire parce que, à l'expliquer. Je pense qu'on faisait un seul homme sur le terrain. Et rien. Vous avez vu les images quand il y a eu des petites échauffourées, que personne ne s'écartait de... Puis on jouait contre des hommes à l'époque. Nous avions tous 20 ans, 21 ans. Les autres avaient 28, 30, 32. Et on rentrait dans le lard. Et ça... Petit à petit, en levant des maillons, ça nous a levé notre force. Même si on se battait et qu'on allait au bout de nos limites, on n'a pas pu résister. Après, une fois qu'il est resté 3 ou 4 joueurs de l'équipe des Minots, l'année où on est remonté, ou 5 joueurs, et l'année de la 1re division, là, c'était beaucoup plus facile de dire, ben, tu sais quoi, si tu n'es pas content, tu prends la porte et tu t'en vas. Donc, voilà, ça a été le cas. Et ça a facilité la tâche aux dirigeants pour qu'on puisse partir et après retomber dans des travers. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci à toi.
Preuve que nos minots n'étaient pas de si mauvais joueurs, Jean-Charles et Marc Pascal, l'avant-centre de l'équipe des minots, signeront la saison suivante donc au Girondins de Bordeaux, le plus grand club français de l'époque. Mais un rêve est passé, celui de voir la formation marseillaise tempérer un peu la folie dépensière inhérente au club. La saison 1985-1986 sera celle de la fin définitive du rêve des minots. Et le début d'un autre rêve, peut-être un peu plus commun, mais tellement hors norme, les années tapis, de 1986 à 1994. Alors ok, il y aura toujours un ou deux joueurs de l'équipe des minots dans l'OM de tapis, et même certains talents continueront d'émerger du centre de formation, comme Galtier ou Mérieux, mais ça ne va pas durer. Bernard Tapie va être ce président omnipotent, tant désiré par tout le monde, qui va injecter de très grosses sommes d'argent, au moins pour l'époque, et rien ne va changer. L'influence politique, elle n'est jamais très loin. Au printemps 1986, par exemple, alors que quelques difficultés apparaissent, notamment administratives, pour l'arrivée de Bernard Tapie, devinez quoi? Defer gèle encore sa subvention, mettant Jean Carieux dans une situation très compliquée pour payer les salaires. Ou on accélère l'arrivée de Tapie, ou pas de subvention. Une véritable campagne de dénigrement va même suivre dans les journaux à l'encontre de Jean Carieux, désigné coupable de ces atermoiements. Bon, la passation de pouvoir va bien avoir lieu, Tapie va bien arriver, mais cette campagne de dénigrement, elle va laisser des traces chez Jean Carieux. Elle est souvent avancée comme cause principale de son suicide en février 1987 au Cap Canaille à Cassis. Carieux suicidé, Carlini ruiné, Bernard Tapie finira même en prison. Pas facile d'être président de l'OM. Et nos minots, leur trace va s'effacer petit à petit derrière la lumière aveuglante des années Tapie. Les coupes, les championnats, les coupes d'Europe, les stars, même les ballons d'or. Le cocktail impossible de l'Olympique de Marseille, mêlant influence politique, glamour sur le terrain, instabilité sur le banc et passion dévorante tout autour, Bernard Tapie va le faire fonctionner. Un temps au moins, avant la prison, la relégation, les polémiques. Mais il l'a fait fonctionner. Il n'a plus jamais refonctionné depuis ce fameux cocktail. Mais on tente toujours d'appliquer la recette. Comme en 2016, lorsque le club est vendu, c'est à la mairie que sont officialisées les noces. Alors que le nouveau président délégué général annonce lancer un grand OM Champions Project qui doit gagner le titre plus souvent qu'il ne le perdra. Toujours la même histoire, toujours la même histoire. Michel Floss, milieu de terrain dans cette équipe des minots, nous avait expliqué au moment des minots, on avait une chance de changer définitivement l'ADN de l'OM. Alors, en étant réaliste 2 minutes, le projet des minots n'est pas complètement viable sur le long terme. Au moins ici, dans ce club, dans cette ville, ne mettre que des jeunes joueurs dans un contexte aussi brûlant serait suicidaire. Certains aspects pourtant, comme la cohésion de l'équipe, l'identification des tribunes à ces joueurs, ou même tout simplement l'aspect très économique de cette politique, auraient dû être des pierres fondatrices de l'OM. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Il n'y a jamais eu de successeur à l'équipe des minots à Marseille. L'OM n'a jamais rien construit sur sa formation. Raison de plus d'entretenir le souvenir de cette équipe définitivement unique.